Dans leur écrin sauvage, les forêts, les mers et les parcs nationaux du vieux continent assistent au retour progressif d'une faune qui a longtemps frôlé l'extinction. Départ immédiat pour un safari en images à la découverte d'une diversité insoupçonnée. L'élan et ses bois majestueux appartient à la famille des cervidés. Il en est le plus imposant représentant. On le trouve tout au nord de l'Europe. Il vit discrètement au cœur des forêts norvégiennes, proche de Trondheim, et trouve refuge sur les hauteurs du parc national de Jotunheimen. Les montagnes norvégiennes, avec ses vallées encaissées et ses cascades vertigineuses, fascinent par leur beauté abrupte. Le massif de Jotunheimen, la terre des géants, est le plus élevé de Scandinavie. Les élans sont parfaitement adaptés à cette nature hostile. Leur corps massif repose sur de longues pattes pouvant atteindre 1 mètre de long. Également bons nageurs, ils franchissent sans difficulté fleuves et rivières. Les petits grandissent exclusivement auprès de leur mère. En été, l'eau vivifiante des montagnes apporte une fraîcheur bienvenue. Les élans consacrent l'essentiel de leur journée à la quête de nourriture. Ils sont aussi des hôtes familiers des zones humides et marécageuses. En hiver, leurs longues pattes leur permettent de progresser aisément dans l'épais manteau neigeux. Leur surnom de roi des forêts ne doit rien au hasard. Un adulte pèse en moyenne 500 kg, mesure plus de 2 mètres de haut et peut courir jusqu'à une vitesse de 50 km/h. La Norvège est l'un des plus grands pays d'Europe, mais ne compte que 5,3 millions d'habitants. Un havre de tranquillité qui fait le bonheur de Børre-Asbø, installé sur les bords du Namsundfjord. Guide nature de métier, il connaît comme sa poche les forêts de Trøndelag, au centre de la Norvège, qu'il photographie au fil des saisons. Le photographe s'enfonce au cœur de la forêt, là où se cachent les élans. Børre arpente ces bois toute l'année à l'affût de nouvelles images. Chaque saison présente son lot de surprises. Les élans excellent dans l'art du camouflage et sont difficiles à repérer. J'adore l'automne, mais aussi l'hiver, car la neige offre une bonne luminosité. C'est plus facile de faire de belles photos de nuit. Je pratique la prise de vue nocturne depuis plusieurs années. J'ai par exemple essayé de photographier des gloutons sous des aurores boréales. Et pour ça, il faut qu'il fasse nuit. Sur un fond enneigé, les silhouettes se détachent mieux, alors que sur un fond sombre, le résultat est moins bon. Bien que la Norvège compte quelques 200 000 élans, il est rare de les apercevoir. Børre espère tout de même en capturer quelques-uns derrière son objectif. Première étape, chercher des traces. En 2018, une femelle adulte est tombée ici, et elle est morte.
C'était en février. Un glouton rôdait en permanence dans le coin, et il a dévoré le cadavre. Au bout d'environ 2 ou 3 mois, il ne restait plus rien. De nature solitaire, les élans ne se rapprochent qu'à la saison des amours, en automne. L'élan ne redoute que 2 prédateurs naturels, l'ours et le loup, ainsi que les hommes qui le chassent. J'adore photographier les animaux dans leur élément. Mon objectif, c'est d'obtenir la meilleure photo possible sans les déranger dans leur milieu naturel. Beureux marchent souvent plusieurs heures avant de croiser leur route. Quelques-uns s'aventurent parfois hors des bois, à proximité des habitations. Le photographe saisit sa chance. Cette femelle et son petit font de fréquentes apparitions. Les mâles vivent seuls la majeure partie de l'année. À l'automne, ils se rapprochent des femelles pour le rut. Les premiers duels s'engagent. Le frôlement des bois contre un arbuste est un signal d'intimidation. La période du rut soumet les mâles à un stress intense. Se nourrissant très peu, ils maigrissent à vue d'œil. Seuls les vainqueurs des duels pourront s'accoupler. Sitôt le combat achevé, le vainqueur fait connaître ses intentions. Le temps presse. Durant les 28 jours du rut, les femelles ne sont fécondables qu'une trentaine d'heures, ce qui laisse peu de temps pour l'accouplement. Une fois les ébats terminés, la femelle quitte les lieux. Le mâle s'en ira à son tour lorsque toutes les femelles auront été fécondées. Le massif de Jotunheimen, la terre des géants, abrite les plus hauts sommets de Norvège. C'est ici, dans la vallée la plus encaissée du pays, longue d'environ 40 km, que coule la rivière Utla. Rigmor Solheim est garde dans le parc national de Jotunheimen. Elle y conduit les visiteurs à la découverte de la faune et de la flore. C'est entre des températures comprises entre plus 10 et moins 20 degrés que les élans se sentent le mieux. Aux premières chaleurs de l'été, ils se retirent dans les zones montagneuses, plus fraîches. Sur les hauteurs de Jotunheimen, il est rare que les températures excèdent les 15 degrés, même en période estivale.
Rigmor fait une première halte au Vettisfossen. Cette cascade naturelle de près de 275 mètres est la plus haute de Norvège. C'est un lieu exceptionnel qui abrite une très grande biodiversité. Cette vallée est la plus profonde du nord de l'Europe. Elle compte 10 grandes cascades. Ici, nous nous trouvons sur le Vettismarka, où la nature est très différente de celle de la vallée. Les élans se sentent toujours bien là-haut. En hiver, ils vont même jusqu'à la limite de l'étage forestier. L'hiver dernier, nous y avons aperçu un groupe d'une douzaine d'individus. Ensuite, ils redescendent toute la vallée jusqu'au pied de la cascade. Ils restent quelque temps en bas, puis ils remontent. Sur l'autre versant, ils grimpent jusqu'à 1000 mètres d'altitude. Ils traversent les glaciers et gambadent sur des pentes extrêmement escarpées. Plusieurs fermes laitières étaient autrefois installées dans ces montagnes. La plupart sont aujourd'hui à l'abandon ou servent de refuge aux randonneurs. Rigmor a rejoint l'ancienne ferme de Vettismorki. L'occasion de souffler un peu après ces longues heures de marche. Pas d'électricité ici, mais de l'eau courante à portée de main. Je suis, pour ainsi dire, une enfant de la nature. J'ai grandi dans les années 1960 à Normereux et j'ai eu une enfance très libre. La nature a fait très tôt partie de ma vie. Mais c'est lorsque j'ai eu 20 ans qu'elle a vraiment pris une place centrale. J'ai travaillé comme guide la moitié de ma vie. J'ai commencé dans le Hardangervidda, puis je suis venue m'installer ici. Plus loin au nord, dans la région de Trondheim, le scientifique Erling Solberg est lui aussi sur les traces des élans. Il participe à une étude permettant d'observer sur plusieurs années l'évolution des populations d'élans sur le territoire norvégien. Erling veut savoir dans quelle zone les élans se déplacent pour se nourrir, mais aussi évaluer leur impact sur la nature. Au cours des dernières décennies, les élans sont devenus un fléau pour les propriétaires forestiers. N'ayant que de rares prédateurs naturels, les cervidés dévorent tout sur leur passage. Pour son étude, Erling a équipé 70 élans de colliers GPS. C'est précisément cela qu'il recherche. Une femelle et son petit sont tout près. Erling essaie de détecter leur signal. Les données collectées lui permettront de tracer leur déplacement. Les élans s'arrêtent là où la nourriture est suffisamment abondante et repartent lorsqu'il n'y a plus rien à manger. En Norvège, c'est assez facile d'apercevoir des élans. Mais ce n'est pas toujours évident de retrouver un individu précis à un moment précis. Par exemple, nous aimerions pouvoir observer les femelles lorsqu'elles viennent de mettre bas, afin de savoir combien de petits elles ont eu. Mais ce sont des moments où elles sont extrêmement prudentes. Elles se cachent et il est parfois très difficile de les trouver. Les mères peuvent se montrer très agressives lorsqu'il s'agit de défendre leurs petits. La prudence est de mise. Nous conduisons un projet dans cette zone avec une cinquantaine d'élans équipés de traceurs. Nous essayons de les suivre toute l'année pour connaître leur trajet, leur taux de reproduction ainsi que leur taux de survie.
Nous obtenons ainsi de nombreuses données sur leurs déplacements au fil des saisons, sur les lieux qu'ils aiment fréquenter et sur l'étendue de leur territoire aux différents moments de l'année. Après environ 8 mois de gestation, les femelles s'isolent dans les bois pour mettre bas. Quelques minutes après la naissance, le faon est debout et tente de suivre sa mère. Il boit environ 1,5 litre de lait les premiers jours, puis 3. Des liens étroits unissent la mère et son petit. Les faons restent auprès de leur mère jusqu'à ce que celle-ci les chasse, à l'arrivée de la prochaine portée. Les petits pèsent entre 10 et 15 kilos à la naissance. Ils sont élevés par la mère seule. Les portées de jumeaux sont fréquentes. Erling Solberg poursuit ses recherches. Il lui faut parfois parcourir plusieurs kilomètres en forêt avant de détecter un signal. Ces traçages sont l'unique moyen de collecter des données suffisantes sur les déplacements des élans. Comme toutes les espèces de gibier, les élans possèdent des organes sensoriels développés, grâce auxquels ils détectent les bruits, odeurs et mouvements environnants, ainsi que la présence d'ennemis éventuels. Ils ont une ouïe et un odorat très fin. Leur vision est assez moyenne, comme celle de l'être humain. Mais ils ont vraiment un excellent odorat. Et même lorsqu'ils se font surprendre, ils sont capables de décamper en moins de 2. Jusque dans les années 1950, vaches, chèvres et moutons gambadaient librement ici. Ils sont aujourd'hui gardés sur les exploitations. Le terrain est donc libre pour les élans, dont les effectifs ont beaucoup augmenté en raison de cette abondance de nourriture. Ils se régalent de feuilles, bourgeons et jeunes pousses. Un régime alimentaire dont Erling Solberg observe les conséquences sur le milieu naturel. Là, on voit très bien ce qu'ils apprécient. C'est un élan qui a mangé les feuilles de cette tige de bouleau. L'animal mord dans la tige, comme ça. Et ensuite, il détache les feuilles d'un trait. Le pin qui se trouve ici, les élans l'ont mangé cet hiver. Les pins et les bouleaux sont leur principale source de nourriture tout au long de l'année. Mais ce qu'ils préfèrent, ce sont les sorbiers. Normalement, celui-là devrait être bien plus haut. Mais les grignotages à répétition ont stoppé net sa croissance. Les sorbiers, les peupliers trembles et les saules sont leurs arbres favoris. Mais ce sont les bouleaux et les pins qu'ils consomment le plus. Les élans sont des animaux dits sélectifs. Ils prennent notamment soin de sélectionner des aliments à haute teneur énergétique. Comme les autres ruminants, ils possèdent une panse, mais de petite taille. La nourriture absorbée est ainsi rapidement digérée. Les cervidés passent les 2/3 de leur temps à manger. Les élans adultes engloutissent entre 15 et 20 kg de végétation par jour. Durant l'été, ils constituent des stocks de graisse pour survivre aux longs mois d'hiver.
En chemin, Erling Solberg longe un dispositif expérimental installé au cœur de la forêt. Les scientifiques ont clôturé une parcelle forestière afin d'empêcher les élans d'y pénétrer. Ils veulent savoir comment se développent les arbres quand ils ne sont pas la cible des cervidés. Près de 70 zones protégées telles que celle-ci ont été aménagées dans le pays. Ici, les élans sont priés de passer leur chemin et d'aller satisfaire leur appétit ailleurs. Si l'on observe les variétés préférées des élans, telles que les sorbiers, les peupliers trembles, les saules, les bouleaux et les pins, on voit que les arbres situés à l'intérieur de la zone sont bien plus hauts que ceux qui sont à l'extérieur. La répartition des essences est elle aussi différente. Tout cela s'explique par le fait que les élans n'ont pas accès à cette zone. La filière du bois est un secteur clé de l'économie norvégienne. Pour les propriétaires forestiers qui vivent de l'exploitation des conifères, les dégâts causés aux jeunes arbres par les élans engendrent d'énormes pertes. La facture s'élève chaque année à plusieurs millions d'euros. S'il est conscient de ces problématiques, Børre Asbø ne se lasse pas de photographier les majestueux cervidés. Le vent a soulevé la fenêtre de ma cabane d'affût. Je dois la refermer. J'ai installé un appareil photo avec détecteur de mouvement. Cette technique me permet de photographier des espèces telles que le glouton dans des environnements différents. Ce marécage, par exemple. Il existe déjà des milliers de photos de ces animaux, comme celles prises à certains endroits de Finlande où on les attire avec de la nourriture. C'est pour ça que j'essaie d'installer mes pièges photographiques à des endroits plus inhabituels, histoire de me démarquer. Børre contrôle régulièrement le bon fonctionnement de ses appareils. Celui-ci s'est déchargé, il faut que je change les batteries. Pour obtenir de bons résultats, un photographe animalier doit s'armer de patience. Leur imposante taille rend les élans relativement faciles à photographier. Pour attirer les autres animaux, Børre a des astuces. Je mets un peu d'urine de lynx. L'odeur attire aussi bien les gloutons que les lynx eux-mêmes. Ça permet de les photographier plus facilement. Cette fois-ci, sera-t-elle la bonne ? Les vastes étendues de Norvège, où il est rare de croiser des hommes, offrent aux élans d'immenses espaces pour la recherche de nourriture. En été, les ongulés apprécient les régions plus fraîches, comme les montagnes de Jotunheimen. Au cours de ses balades sur le massif, Rigmor Solem a souvent l'occasion de les observer. La principale difficulté pour les élans ici, c'est le terrain très accidenté. Quand ils quittent la vallée pour aller vers l'ouest, ils doivent gravir des pentes très escarpées et franchir plusieurs rivières. Rigmor poursuit sa randonnée depuis l'ancienne ferme de Vettismorki. Les élans peuvent être partout. Lorsqu'ils ne mangent pas, les cervidés somnolent en position allongée, mais sans jamais baisser la garde. Rigmor en aperçoit souvent dans cette zone. Ça et là, des traces indiquent leur présence.
Un élan s'est reposé ici. Durant la journée. Je pense qu'il a dû frotter ses bois, comme ça, sur ce tronc d'arbre. On peut rencontrer des élans tout au long de l'année. Mais c'est plus simple en hiver, lorsque les arbres sont dépouillés de leurs feuilles et qu'ils vont paître sur les hauteurs. On les repère facilement avec les jumelles. Les élans profitent des courtes semaines d'été pour constituer des réserves de graisse et se baigner. Parmi les cervidés, ils sont les seuls capables de se nourrir sous l'eau en refermant leurs naseaux. Ils se délectent ici de racines de nénuphars jaunes très nourrissantes. Ces excellents nageurs sont capables de parcourir plus de 20 km dans l'eau. Sensibles à la chaleur, ils apprécient les bains rafraîchissants. L'occasion de se débarrasser des insectes. Les élans sont aussi les seuls cervidés à posséder une membrane entre les doigts de leurs sabots, ce qui leur évite de trop s'enfoncer dans les sols mous. Une morphologie parfaitement adaptée à leurs longues promenades solitaires. La ferme Mo, au nord de Trondheim. Trygve Ebbing, son propriétaire, possède de vastes terres et un important domaine forestier. Ce matin, il part à la chasse avec Børre Asbø. Pour beaucoup de Norvégiens, la chasse est une tradition familiale. Ils ont beaucoup d'expérience et sont de bons chasseurs. Autrefois, je chassais moi-même plusieurs mois d'affilée. Mais maintenant, je ne pratique plus qu'occasionnellement. Les élans sont en surnombre dans nos forêts. Leur population augmente chaque année et c'est cet excédent annuel que les propriétaires forestiers prélèvent. En effet, il est important que nous puissions continuer à exploiter les forêts tout en préservant les populations d'élans. Børre, qui connaît bien le terrain, accompagne Trygve. Ils pourront aussi compter sur le flair d'Epu, un chien d'élan norvégien. En Norvège, cette race est traditionnellement utilisée pour la chasse à l'élan. Epu est équipé d'un collier GPS afin que Børre puisse le localiser en forêt. La chasse à l'élan a une longue tradition. Des fouilles ont révélé qu'on la pratiquait déjà à l'âge de pierre. Les quotas de chasse que Trygve doit respecter sont fixés par les autorités locales. Au cours de l'automne, une centaine d'élans seront abattus dans cette zone. Objectif ? Freiner l'augmentation incontrôlée des populations afin de limiter la dégradation des forêts. La chasse à l'élan constitue pour les propriétaires forestiers norvégiens une importante source financière. Elle attire aussi les chasseurs étrangers. On se réjouit, les conditions sont bonnes. Il y a une légère pluie, ce qui n'est pas dérangeant, et juste assez de vent. Nous savons que des élans sont dans le coin. La journée s'annonce prometteuse.
Emblématique de la Norvège, le chien d'élan est un compagnon très apprécié. Son aspect est similaire à celui des premiers chiens domestiqués par l'homme. Il est par nature un chien de chasse. J'ai hâte. Ça se présente bien. Voyons si un élan rôde dans les parages. Il va par là. Il n'y a plus qu'à le suivre. Épu doit mettre les chasseurs sur la piste de l'animal. Il a appris à se déplacer seul en forêt. L'incursion des intrus dans la forêt ne passe pas inaperçue. Mais pour le moment, l'élan n'a encore rien à craindre. Les chasseurs doivent se faire discrets. Le moindre bruit pourrait effrayer l'animal. Par le mouvement de ses oreilles, l'élan est capable d'entendre en stéréo et de localiser la source d'un bruit. Les chasseurs doivent à présent murmurer. Beureux et Trygve comptent sur Épu pour les mettre sur la trace de l'élan. Le chien a plusieurs fois fait la preuve de son expérience. Le chien est en train d'immobiliser l'élan, ce qui va nous permettre de nous rapprocher. Nous avons largement le temps. Pas la peine de se presser, car si nous effrayons l'élan, il s'enfuira. Mieux vaut prendre son temps que d'agir dans la précipitation. Le vent est idéal. Faut y aller doucement. Il ne faut pas qu'on s'approche du ruisseau. Ok, allons-y. Épu a bel et bien immobilisé l'élan. Beureux peut à présent tenter sa chance. La zone de tir est obstruée. Beureux hésite. Il décide de tenter le coup. Manqué. L'élan s'en sort indemne. Rigmor Solheim a repris la route sur le massif de Jotunheimen. Ici se dressent les plus beaux sommets de Norvège, à plus de 2000 mètres d'altitude. Pour Rigmor, la beauté abrupte de ces paysages est une constante source de fascination. Au temps préhistorique, l'homme chassait déjà dans cet environnement hostile.
Des vestiges d'anciennes techniques de chasse y sont encore visibles. Rigmor sait où les trouver. Ja, gjenfylt dyregrav, og det Ce qu'on voit ici, ce sont des fosses de piégeage. On en trouve 6 autres plus haut. Autrefois, les chasseurs fabriquaient ces fosses pour que les rennes ou les élans tombent dedans. D'abord, ils identifiaient les chemins qu'empruntaient les animaux pour se déplacer. Ensuite, ils construisaient des murs qui conduisaient jusqu'à ces pièges. Les trous qu'ils creusaient étaient bien plus profonds que celui-ci. Puis ils les recouvraient de branches et de feuilles jusqu'à ce que la fosse soit entièrement recouverte. Plus tard, ils ont fabriqué des clôtures en pierre ou en bois qui formaient un goulot d'étranglement. Elles étaient espacées en haut, puis se resserraient jusqu'au trou. Cette technique de chasse a été pratiquée jusqu'au XIXe siècle avant d'être interdite. De nombreuses fosses ont ensuite été rebouchées. Rigmor s'étonne toujours de voir les élans s'aventurer sur un terrain aussi accidenté. En hiver, les élans limitent au maximum leurs déplacements. Ils restent dans un endroit aussi longtemps qu'ils y trouvent de quoi se nourrir. Il s'agit pour eux de dépenser le moins d'énergie possible. C'est comme ça que procèdent tous les animaux qui vivent à de très hautes altitudes. L'hiver norvégien s'étire sur de longs mois. Les élans ne craignent pas le froid, mais peinent à se nourrir. Ils se rabattent sur les rameaux de conifères et doivent souvent parcourir de plus longues distances pour leur quête de nourriture. Leurs longues pattes facilitent leur progression dans la neige. Quand il n'y a rien d'autre, ils se contentent de l'écorce des jeunes arbres. Le repos hivernal de la nature leur impose de longues semaines de privation. Les élans peuvent endurer des températures jusqu'à -50 degrés. En hiver, ils perdent jusqu'à 20% de leur poids. Les mâles se défont alors de leur bois pour économiser de l'énergie. Dans la forêt, Børre Asbø est toujours en chasse. Les élans montent par ce sentier. Et s'ils passent par là, ça veut dire qu'on peut y passer nous aussi. Et pour descendre, c'est pareil. Quand on ne connaît pas trop le coin et qu'on ne sait pas par où passer, il suffit de suivre un sentier emprunté par les élans. C'est le chemin le plus sûr. Børre perd lentement espoir. Mais les aboiements des puits indiquent qu'un élan est tout proche. Cette fois, Børre a visé juste. C'est bien mon chien, bravo.
Mission accomplie pour Epu. Le chien guide le chasseur jusqu'à l'animal. Il s'agit d'une femelle. Beureux attache d'abord Epu pour freiner ses ardeurs. Il prévient ensuite son collègue. Je ne me sens pas euphorique, mais je suis content lorsque l'élan meurt rapidement et sans souffrance. Ce sont des animaux qui ont vécu toute leur vie en liberté. On fait en sorte qu'ils aient une mort rapide dans leur milieu naturel. On ressent de la satisfaction lorsqu'on a derrière soi une journée de chasse, qu'on a beaucoup marché et que le chien a fait du bon travail. C'est une bonne façon de conclure la journée. Et là, j'ai plusieurs kilos de viande que je vais pouvoir ramener chez moi. L'animal est transporté jusqu'à la ferme de Trygve, où il sera dépecé. La viande d'élan est appréciée des Scandinaves pour son goût raffiné. Trygve et Beureux sont contents de leur journée. Même ici, sur la terre des élans, c'est l'homme qui dicte les règles, tout en préservant l'intérêt de l'animal et en le respectant. Un bon chasseur, c'est celui qui protège la nature et respecte les animaux, et qui se montre précautionneux. Il est important d'acquérir de l'expérience et d'échanger avec d'autres chasseurs chevronnés pour avoir une meilleure compréhension de la nature et les connaissances adéquates. L'élan est devenu l'animal emblématique de la Norvège. Majestueux, unique. Il fascine autant qu'il impressionne.